Merci beaucoup, merci, au conseil scientifique et au comité, de l'ASFAR, de m'avoir invité. Donc nouveauté, en ventilation, pédiatrique. Est-ce que, on a, des nouveautés? C'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble. Alors, bon, mes conflits, d'intérêts. Alors, quelle nouveauté? Alors, j'ai regardé, alors je lis quand même beaucoup la littérature, dessus. Je me suis dit: «Bah, il y a pas de choses vraiment transcendantes» et puis je tombe sur un article qui me dit, voilà, les nouvelles techniques de ventilation, chez l'enfant, donc qui date, il y a 2 ans. Je me dis: «Bon, bah, génial, je vais avoir l'ensemble des réponses, dedans». Alors, de quoi on parle dans cet article-là? On parle de nouvelles stratégies, donc d'innovation, de ventilation variable, de ventilation à pression négative, d'accord, et puis, des nouveaux modes ventilatoires, donc l'aide inspiratoire et la VCRP. Alors, on va commencer par les révolutions technologiques de ces dernières années. Est-ce qu'il y en a? Alors, dans cet article, on parle du système Ventrain, donc qui permet de faire de l'équivalent de jet ventilation avec du bas débit. Bon, ça ne va pas nous révolutionner la prise en charge de nos patients du quotidien, en tout cas. Et puis de la ventilation à débit contrôlé avec une expiration qui est active à débit constant. Globalement, ça reste du domaine de la recherche et de l'innovation. Ensuite, on parle de ventilation variable. Alors la ventilation variable, c'est quoi? C'est un concept qui est quand même très ancien, qui rejoint en fait toutes les théories autour du chaos dans la science, qui est de dire finalement, en fait, la ventilation, elle est sur une constante, mais c'est une variation qui est organisée. Alors il y a un petit peu de littérature, on en avait regardé ça sur différents modes ventilatoires aussi. Bref, oui, la ventilation variable, ça a peut-être un intérêt parce que c'est plus proche de la physiologie. Comment on le met en œuvre en anesthésie? Bah, pour l'instant, en fait, on n'a pas vraiment d'accès à ces modes-là et l'intérêt reste très limité au vu de ces études. Alors après, on nous parle de ventilation en pression négative. Grosse nouveauté puisque en fait, on revient aux poumons d'acier d'il y a 50 ans. Donc, on s'y intéressait, donc on l'a testé dans le service. On a fait venir la compagnie. Donc ça ressemble à ça. C'est des grosses cuirasses qu'on met autour du thorax des enfants. Et en fait, ça fait de la CPAP et de la VNI à 2 niveaux de pression, mais de façon négative. Bon, au bloc opératoire, ça va être un petit peu compliqué de mettre ça en place. Alors bon, il n'y a pas de vraie révolution technologique sur ces dernières années. Alors on nous parle de nouveaux modes ventilatoires. Et puis finalement, en fait, il y a aussi 2 autres articles. Un qui se dit: «Est-ce qu'il y a une place pour la ventilation protectrice dans nos blocs opératoires pédiatriques?» Et puis une autre partie qui est sur comprendre un petit peu la ventilation périopératoire. Je me suis dit: «Bah oui, ça c'est peut-être plus intéressant» et finalement, qu'est-ce qu'on a comme nouveaux articles qui confirment ou non finalement ces stratégies-là? Alors, la première chose, l'aide inspiratoire. Donc l'aide inspiratoire, je vous rappelle juste très rapidement son intérêt, c'est que c'est un mode en ventilation spontanée, donc ça nécessite un trigger inspiratoire, et puis un temps inspiratoire qui est variable, puisque déterminé par le patient, enfin en tout cas proportionnel à la demande, et donc vous avez un trigger expiratoire. Donc, mode assisté, en dehors de la ventilation d'apnée qui est sécuritaire, donc le patient est libre de respirer comme il veut, il a une aide, donc un niveau de pression, et il a un TI qui est variable. À quel moment, en fait, on utilise cette aide inspiratoire? Finalement, on peut l'utiliser tout le long de l'anesthésie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au moment de l'induction, on a regardé, on avait fait donc une étude où on s'était intéressé aux paramètres ventilatoires, donc qui date déjà un petit peu, il y a 5 ans. Donc il y avait 660 patients et vous voyez que globalement, on utilise la ventilation spontanée principalement, l'aide inspiratoire d'emblée chez 23% des patients, donc ça c'est en France, et puis 18% des patients qui ont de la ventilation spontanée, puis de l'aide inspiratoire.
Alors, Viviane Loret présentera ses travaux tout à l'heure, mais on a regardé également ce que ça donnait en EIT, donc la tomographie par impédance électrique qui nous permet de voir la distribution de la ventilation. Et en fait, on a remarqué que l'ajout d'aide inspiratoire permettait à la fois de restaurer la CRF et à la fois de restaurer les volumes pulmonaires. Donc, probablement un intérêt dans le maintien de la ventilation au moment de l'induction anesthésique chez un patient qui, du coup, a tendance à hypoventiler et devient obstructif. Première alerte, attention au niveau d'aide que vous réglez, notamment dès qu'on les bascule en aide inspiratoire. Des niveaux de pression qui sont trop élevés, je vous rappelle, il y a des phénomènes de feedback vagal et de réflexe d'Ehringbreuer qui vont couper l'inspiration par différents mécanismes. Et donc, vous êtes à risque si vous mettez un niveau d'aide trop important, c'est-à-dire un flux, un débit inspiratoire au niveau trachéal et laryngé qui est trop important d'emblée, vous êtes à risque de faire spasmer votre patient. Donc, il vaut mieux titrer le niveau d'aide et commencer par des niveaux d'aide qui sont plutôt bas. En péropératoire, alors intéressant, puis j'ai repris les données de l'étude Apricot et finalement j'étais assez déçu. Sur son intubation, donc il y a 6% qui utilisent l'aide inspiratoire au même titre finalement que la ventilation spontanée. Puis sur masque laryngé, alors j'avais l'impression au contraire que ce serait l'inverse. Et dans cette étude européenne, alors pareil, hein, des données qui datent quand même maintenant de quasiment 10 ans sur le recueil. On a plutôt 13% d'aide inspiratoire et 45% d'EVS. En tout cas, une place. On reviendra tout de suite après sur l'intérêt dans l'intubation, avec notamment la notion de est-ce que ça compense les résistants de ma sonde d'intubation. Et sur le réveil, c'est la même chose. Très souvent, en fait, le patient va hypoventiler, on va le mettre en aide inspiratoire, ça va rétablir les volumes, ça va clairer à la fois notre CO2 et à la fois notre CEVO. Attention au niveau de trigger que vous allez régler. Très souvent, les triggers sont mis de façon trop sensible, donc les patients vont auto-déclencher. Il y a plein de littérature sur les autodéclenchements en aide inspiratoire, simplement sur les battements cardiaques chez l'enfant. Et donc, si vous mettez un niveau de trigger, comme on le voit parfois à 0,3 litres par seconde, du coup, vous avez en fait des autodéclenchements et une fois que vous passez votre patient en ventilation spontanée, il ne respire plus. Vous êtes étonné, mais c'est simplement qu'il y avait de l'autodéclenchement. Alors, une des notions que je voudrais un petit peu casser, parce qu'on entend beaucoup, ah bah oui, il faut régler un niveau d'aide minimum pour compenser les résistances de ma sonde d'intubation lorsque mon patient est en ventilation spontanée. Oui, on a eu ça donc dans les études donc sur les protocoles de sevrage donc, qui viennent de la réanimation à adultes. Et en fait, quand on regarde un petit peu en pédiatrie, il y a des travaux donc, qui ont évalué le travail respiratoire du patient intubé et puis après extubation, donc sur des patients de réanimation. Et vous voyez que lorsqu'on les met en aide inspiratoire versus CPAP seul, et ensuite lorsqu'ils sont extubés à 5 minutes puis à 60 minutes, lorsque vous les mettez en aide inspiratoire, très souvent, on les décharge trop et ce n'est pas le reflet du travail qu'ils vont devoir fournir une fois qu'ils sont extubés. Probablement qu'avec les niveaux d'aide qu'on utilise, on les surassiste. Et en fait, cette explication, elle vient du fait que, oui, la taille de la sonde va influencer les résistances, mais vous savez que les pressions résistives sont dépendantes du débit et qu'en fait, quand on regarde les niveaux de débit qui sont générés par notre patient en ventilation spontanée, ils sont très faibles. En fait, c'est les petits carrés que vous avez qui représentent les débits observés dans ces études chez nos patients. Et en fait, vous voyez qu'ils sont très faibles. Et donc, sur le range de débit, il n'y a quasiment pas d'augmentation des résistances en lien avec la sonde d'intubation, en dehors des très petites sondes, donc des sondes de 3 et de 3,5. Mais au-delà, finalement, les résistances générées par notre sonde sont très peu. Alors, question de l'aide inspiratoire à voir. Est-ce qu'il y a un intérêt pour compenser les résistances? Je ne suis pas certain au vu de ces données-là. Par contre, et je vous ai remis là, un intérêt clair de maintenir une PEP,
sur un patient qui est intubé, vous chantez les cordes vocales, vous chantez le freinage laryngé, vous modifiez beaucoup de la mécanique ventilatoire de vos patients, et les patients sont à risque de faire des atéectasies. Et donc, dans tous les cas, si vous faites de la ventilation spontanée, ce n'est pas de la ventilation spontanée à 0 de PEP, c'est de la ventilation spontanée avec une PEP, et on va voir régler minimum à 5 cm d'eau. Alors, on a parlé de l'aide inspiratoire. Le deuxième mode qui était cité, c'était la VCRP, donc volume contrôlé à régulation de pression. Deux notions qui sont importantes à comprendre. La première, la VCRP, donc régulation de pression, c'est-à-dire au sein du cycle, le respirateur va se comporter, en fait, on va régler un volume, mais il va se comporter comme sur un mode en pression, c'est-à-dire qu'il va le faire varier son débit pour essayer d'avoir finalement les pressions les moins importantes possibles. En gros, on joue sur les pressions résistives, ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, on coupe le pic, on réduit les pécrètes, mais on ne modifie pas les pressions plateaux de nos patients. Donc, on joue juste sur un débit qui est un petit peu plus faible. Attention, il y a beaucoup de littérature pour dire que sur les patients obstructifs, et donc les patients qui peuvent être limités à l'expiration, et donc les patients qui ont des petites sondes d'intubation, il faut faire attention parce que en fait, on va modifier le timing inspiratoire et on a risque d'entraîner de l'overinflation dynamique. Deuxième notion, qui est plutôt ce qu'on appelle les volumes garantis. Volumes garantis qui, alors il y a plein d'algorithmes qui existent, intracycle ou sur les cycles d'après, qui vont permettre finalement de modifier le niveau de pression pour obtenir un volume cible. Donc il va augmenter le niveau de pression pour essayer d'obtenir le VT qu'on a fixé, donc soit sur le cycle d'après, soit moyenné sur 3 cycles, soit au sein d'un même cycle en fonction des algorithmes. En fait, il y a très peu de littérature qui montre le bénéfice de la VCRP. Par contre, c'est sûr qu'on s'attend à une réduction du volume garanti. On s'attend de toute manière à une réduction des pressions. C'est ce qui est montré dans toutes les études. Oui, il y a moins de les pressions inspiratoires, donc les pressions crêtes sont moindres par ces modes-là. Par contre, les autres bénéfices qu'on pourrait trouver, donc là par exemple c'est de la résection pulmonaire, en fait il n'y a aucune modification de ces diminutions de pression sur l'ensemble des autres mécanismes, et notamment aucune modification hémodynamique. Donc certes vous allez baisser les pressions, mais est-ce que vous allez modifier d'autres choses chez votre patient? Il n'y a aucune donnée là-dessus et je n'y crois pas plus que ça. Alors finalement, quelle stratégie ventilatoire? On a vu deux modes qui sont là. Alors si on reprend en fait les différents papiers, comment en 2023 on doit prendre en charge notre patient sur le plan ventilatoire? Je le répète et je le répéterai pas assez, il faut tester vos circuits avec l'ensemble des éléments, d'accord? Ça va modifier la compliance. Donc on teste avec les filtres qui sont utilisés. Chaque fois que vous changez de circuit, vous refaites le test de fuite qui est un test de compliance de votre circuit. Sinon, la précision des volumes que vous allez régler vont être totalement faux. Donc chaque fois que je change, et même si je rajoute des éléments en théorie, un raccord annelé, que mon filtre c'était pas le bon, que je le change, et je devrais refaire le test si je veux faire une confiance sur les VT que je vais régler. Deuxième chose, je détermine le poids idéal. Ça veut dire qu'il faut la taille sur la consultation d'anesthésie. Il faut que 100% de vos patients aient une taille à leur consultation d'anesthésie et je calcule le poids idéal. Sur les recommandations sur la RDS, basées sur cette étude, en fait, on recommande d'utiliser le plus petit poids entre le poids réel et le poids idéal sur cette étude. Je ne vais pas le détailler ici, mais en fait, il y a un petit peu de littérature pour justifier ça. Donc, poids idéal veut dire taille en consultation et je prends le plus petit des deux poids entre le poids réel et le poids idéal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ventilation spontanée, ok, je fais de l'aide inspiratoire, très bien. On sait que l'aide inspiratoire a aussi un intérêt parce que ça va maintenir la ventilation spontanée, la motricité diaphragmatique, vous allez réduire les atélectasies, notamment sur les zones postérieures, parce que le mouvement diaphragmatique postérieur va être plus important lorsque vous êtes en ventilation spontanée qu'en ventilation contrôlée. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, je vais choisir pression, volume ou VCRP, voilà, ou volume garanti en fonction. Alors là, ils ont suggéré que si on a des mobilisations, des repositionnements, donc qui peuvent modifier la compliance de mon patient, je vais plutôt sur du volume. Si j'ai des fuites, si jamais j'ai besoin de contrôler mes pressions, que je fais de la ventilation unipulmonaire,
plutôt de la PCV. Il n'y a pas du tout de littérature là-dessus, hein. Vous voyez, il n'y a que des points d'interrogation pour dire, voilà, peut-être que ça peut avoir un intérêt de raisonner comme ça. Je pense que sur les fuites et notamment sur les masques laryngés, il y a peut-être un intérêt à la pression parce que c'est vraiment ce qu'on veut contrôler. Dans les autres modes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, j'ai choisi mes modes ventilatoires. Qu'est-ce que je fais derrière? En pression, je vais régler ma pression. Et puis, en volume, je vais régler mon volume. Je vous ai remis les valeurs qui sont retenues ici. C'est du 6 à 9 ml/kg, d'accord, inclus le 9 ml/kg. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de littérature pour dire qu'il faut faire de la ventilation ultra protectrice sur ces patients-là. Et voire on peut être même délétère à faire de la ventilation ultra protectrice. Et un travail du coup qu'on a publié cette année, alors, il y a plein de limites dans ce travail-là. On a utilisé de la capnographie volumétrique pour estimer la partie de l'espace mort et la partie de la ventilation alvéolaire, donc la partie qui va vraiment du volume qui va participer à la ventilation. Ça, c'est les ventilations minutes, puisque du coup, on avait des groupes d'âge qui étaient différents, des fréquences qui étaient différentes, donc on a fait notre ventilation minute. Et vous voyez qu'en fait, la partie grise foncée ici, c'est la partie de la ventilation alvéolaire. Le reste, ici, c'est pour ventiler les voies aériennes et la partie blanche, c'est ce qui sert à ventiler le filtre. Si vous utilisez des filtres échangeurs de chaleur et d'humidité bactériostatiques, les plus petits font de l'ordre de 10 ml/kg. Donc, en fait, vous allez déjà utiliser sur un enfant qui fait 3 kg, quasiment un tiers de son volume pour ventiler simplement votre filtre. Et globalement, nous, alors, il y a plein de limites parce que c'est nos filtres, c'est nos protocoles, c'est tout ça. Mais en dessous de 30 kg, globalement, 50% du volume sert à ventiler juste l'espace mort des enfants. Et c'est pour ça qu'on ne va pas sur des extrêmes. Si vous faites du 4 ml/kg chez un nourrisson et que vous mettez en plus un filtre, eh ben, vous n'allez pas ventiler votre patient, vous allez ventiler que l'espace mort et que le filtre. Donc attention, et c'est pour ça que dedans, on a, que les auteurs ont retenu jusqu'à 9 ml/kg. Alors après, du coup, on a réglé notre respirateur, notre fréquence respi, nos volumes. On va aller sur les manœuvres de recrutement, le réglage de la PEP et l'évaluation de l'ETCO2. Là où je me méfie, c'est attention sur le volume, parce que si vous avez beaucoup d'espace mort, soyez critique sur votre ETCO2, d'accord? Si vous avez une fréquence respiratoire qui est élevée, attention à votre valeur de TCO2. Très souvent, en fait, votre valeur de TCO2 va être beaucoup plus basse que de votre PaCO2, et donc vous allez vraiment sous-estimer les choses. Alors sur le recrutement, qu'est-ce qu'on en sait ? Sur le recrutement, ce qu'on sait, c'est que le recrutement en anesthésie et le recrutement en réanimation sur un patient qui est en ARDS, c'est pas le même, d'accord? Aujourd'hui, les pratiques semblent s'harmoniser sur des paliers d'augmentation de PEP de l'ordre de 5 cm d'eau avec une driving pressure, donc une amplitude de pression qui est constante de 15 cm d'eau. Pour faire ça, soit vous passez en mode pression contrôlée, soit vous utilisez les softwares qui sont dédiés sur vos respirateurs d'anesthésie. Dans ce papier-là, soit il se limitait à 30, soit en fait il le faisait avec l'échographie. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il fallait monter jusqu'à 35 cm d'eau. Et les derniers papiers qui sortent vont dans cette direction, c'est-à-dire palier de PEP, 5, 10, 15, 20 de PEP et 15 de pression, donc 35 de pression inspiratoire. Mais pression élevée, mais vous n'avez pas besoin d'être très long sur vos paliers. En général, 5 à 10 cycles respiratoires suffisent à réverser vos atélectasies. Et puis, je vous ai parlé de la ventilation variable. Et il y a un papier qui est sorti sur la comparaison, alors sur des animaux agressés à l'acide chlorhydrique, c'est pas vraiment nos patients de bloc opératoire, heureusement, mais sur la ventilation variable versus le protocole que je vous ai présenté. Alors, sachant que là, il montait jusqu'à 45 cm d'eau. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la ventilation variable faisait aussi bien que la manœuvre de recrutement, mais avec une tolérance hémodynamique sur ces animaux qui était bien meilleure. Donc, peut-être un intérêt. En effet, la ventilation variable, vous allez avoir parfois des gros volumes. C'est ce que vous faites dans le quotidien. Lorsque vous faites un soupir, en fait, vous faites une grande hyperinflation. Vous allez recruter un petit peu les zones du poumon. Et c'est un peu le principe de la ventilation variable. Voilà. Mais ça reste expérimental. On n'est pas prêt encore de l'avoir sur le bloc opératoire. Sur le niveau idéal de PEP, je vous l'ai dit, la PEP, elle est obligatoire du début à la fin de mon anesthésie. Mon patient est en ventilation spontanée, je lui mets une PEP tout le temps. Quel niveau de PEP? Alors, il y a différents papiers. Je vous ai mis celui-là qui illustre pas mal. Donc, ils ont
induit leurs patients, ils font de l'échographie, ils font une manœuvre de recrutement, ils vérifient à l'échographie qu'ils ont réversé leur niveau d'atélectasie par des scores d'aération, et puis ensuite ils les randomisent en 3 groupes, 3, 6 ou 9 de PEP, et en fait ce qui montre c'est que lorsque on met 3 de PEP, en fait on a exactement le même niveau d'atélectasie à la fin de l'anesthésie que avant d'avoir fait notre manœuvre de recrutement, et donc à partir de 6 ou à 9 de PEP, on a une vraie différence. Et dans un autre papier, c'est 5 cm d'eau, donc globalement aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut un niveau de PEP minimum à 5 cm d'eau si on veut avoir une efficacité sur la prévention d'apparition des atélectasies. Alors les atélectasies, j'ai pour habitude de dire ouais, ok, c'est très bien, on fait de l'échographie. À l'échographie, 100% des patients ont des atélectasies, mais en pratique, est-ce que ça a des vraies conséquences sur nos patients? Et puis, je cite ce papier, donc ça, c'est de la tomographie par impédance électrique. Donc, c'est une ceinture où on regarde la distribution de la ventilation, et donc on peut permettre de comparer les choses. Donc là, c'est exprimé en pourcentage de silence, donc c'est-à-dire des zones du poumon qui devraient être ventilées et qui ne sont pas ventilées. Et vous voyez, je vous ai mis en bleu, donc c'est juste après l'induction, c'est des patients qui vont avoir une IRM, et vous voyez qu'il y a une augmentation des silences, donc une augmentation du volume des atélectasies, mais ils les font sortir directement de la salle de réveil à la maison, et donc lorsqu'ils regardent à la sortie de la salle de réveil, sur des patients chez qui on n'a absolument rien fait, ils ont repris, voire un petit peu moins, d'atélectasie que ce qu'ils avaient en préopératoire, enfin de zones de poumon qui étaient moins bien ventilées. Donc finalement, en fait, même quand on fait rien, à partir du moment où on va restaurer une ventilation spontanée, que le patient va tousser 2 fois, qui va crier un peu parce que ce sont des enfants dans notre salle de réveil, et ben ils vont réverser leurs atélectasies. Et puis finalement, il y a un papier qui est sorti là en juin 2023 sur une autre population. Je vous ai mis l'âge de la première, 3,9 ans, d'accord, donc des enfants d'âge moyen. Là, c'est des tout petits, des nouveau-nés, des nourrissons qui ont 2 mois d'âge moyen sur ce papier-là, et qui ont en plus une chirurgie à risque, puisqu'ils ont du coup une laparoscopie chez des nouveau-nés. Et en fait, vous n'avez pas du tout la même chose. Ils ont fait un groupe contrôle et un groupe sur lequel ils ont fait de l'échographie avec des manœuvres de recrutement, et vous n'avez pas du tout la même chose. Dans le groupe contrôle, vous voyez qu'en fait, il y a des atélectasies, et même lorsque les patients, on est à distance de la fin de l'intervention, ils gardent le même niveau d'atélectasie dans ce papier-là. Et ça, on le sait, plus l'enfant est petit, plus l'enfant a une CRF qui est basse, donc plus vite il va désaturer, plus vite il va faire des atélectasies, et donc le petit enfant est vraiment très à risque de faire ces choses-là. Donc en effet, les manœuvres de recrutement, les atélectasies, c'est probablement pas un problème sur une intervention courte de type IRM sur des enfants qui sont plus grands, mais chez le tout petit, ça a des conséquences. Je vais terminer par là. Quelle stratégie en termes de FiO2 et de saturation? Donc là-dedans, ils disent 95-99%, et chez le néonat, 85-95%. Et puis, voilà, si la SPO2 est à 100%, on diminue de façon intermédiaire pour éviter l'hyperoxie. Et je voudrais insister là-dessus parce qu'on connaît bien en néonatologie la toxicité de l'oxygène, et aujourd'hui on a des données pour dire qu'il y a une vraie toxicité de l'oxygène et de l'hyperoxie, notamment sur nos patients de réanimation pédiatrique. Un premier papier donc, qui est sorti l'année dernière sur des enfants en réanimation pédiatrique, et vous avez un odds ratio sur la mortalité qui est de 1,59 dans le groupe de patients qui étaient sous oxygène libéraux, donc avec des objectifs de SPO2 qui étaient élevés. Et un papier, donc les résultats nous ont été présentés au Congrès européen de réanimation pédiatrique, grosse étude, 2040 patients, étude anglaise, où ils ont randomisé les patients de réanimation pédiatrique qui nécessitaient de la ventilation mécanique avec une FiO2 supérieure à 21% dans 2 groupes. Un groupe égal ou supérieur à 94% et un groupe 88-92%. Et en fait, dans ce travail-là, ils ont montré qu'il y avait une réduction de la mortalité dans le groupe 88-92%, et il faut 200 patients pour réduire un décès. Sur 200 patients, ça fait 123 jours en moins de défaillance d'organes, et c'est 460 000 € d'économisés. Donc l'hyperoxie, c'est nocif à la santé. Alors, toujours la même chose, c'est un petit peu comme sur le jeûne. Lorsqu'on dit 88-92%,
c'est ce qui a été fixé et en moyenne, ils avaient 92% de saturation. Donc voilà, plutôt le version haute. Mais si on veut obtenir 92% de saturation, en moyenne, il faut viser des zones plus basses. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut régler en anesthésie pédiatrique, mais en tout cas, il faut faire attention. On a tendance à faire de l'hyperoxie en permanence. On a toujours des FiO2 qui sont au-dessus de 21% ou au-dessus de 23% ou de 25%, simplement parce que c'est réglé comme ça sur le respirateur, et on a de plus en plus de données pour dire ça. En conclusion, il n'y a pas de grande nouveauté ventilatoire, mais on a plus la confirmation que il y a peu de différence dans les modes contrôlés entre les différents. L'aide inspiratoire est une révolution ancienne, c'est un peu comme l'iPhone, on nous le sort chaque année, voilà, c'est plus vraiment une révolution, mais en tout cas, ça a un intérêt et il faut savoir l'utiliser. L'espace-mort est très important et attention à vos valeurs de TCO2 dans l'interprétation. La PEP au moins égale à 5 cm d'eau et l'hyperoxie nuit gravement à la santé. Et pour terminer, les petits sont les plus vulnérables et il faut en faire attention. Je vous remercie pour votre attention.